nécessairement de faire de quoi avec toi, c'est super. C'est cool. De faire ça avec toi, c'est encore plus drôle. Cheers! Au premier, là. Ah, c'est sans alcool, hein? Sans alcool. Il n'y a pas de. Zéro. Sans alcool. À jamais les premiers, on dit. Ah oui, exact. Jamais les premiers. Regarde. Et voilà. Merci d'être venu. J'attendais ce moment-là. Ça faisait longtemps. Moi aussi, regarde! C'est incroyable. Regarde-moi ça. Aujourd'hui, tout le monde, on se fait un spécial raclette podcast, un raclecast ou un podclette. Podclette. Un podclette. Podclette, Ça se j'aime dit, beaucoup. ouais, un Podclette, podclette. ça se dit vraiment bien, en fait. C'est une première. Écoute, on ne vit que pour les premières. On est YOLO, dans ça. les amis. YOLO! YOLO! Alors, on y va, on fait griller ça. Ça va être dégoulinant de partout, mais c'est pas grave. C'est pas très grave. On y va. Sylvain, Plaisir. oui, on va avoir du plaisir, c'est sûr. Sylvain, je vais te laisser t'introduire. Ben Ce oui. que tu fais, pas où est-ce que tu habites, ton numéro de téléphone, ça, regarde ça pour toi. Garde mais ça pour moi? Ouais, regarde ça Le pour reste, on veut un peu quand Le même? reste, on y va. Ok. Le reste, on y va. Ok. Qu'est-ce que je peux te dire? Écoute, j'ai 37 ans depuis pas longtemps. J'ai 2 enfants. Deux enfants. 2 petites filles absolument incroyables. Cool. Mais au-delà de ça, ça fait 12 ans que je suis au Québec. Ça va faire 13. Ouais. J'habite à Granby. Ouais. J'ai été à Montréal pendant très longtemps. Déménagé. Je fais partie de ces co-vidéos qui ont déménagé. Mais je pense que ce qui t'intéresse, en tout cas pourquoi on va jaser, aujourd'hui je suis directeur au développement des affaires chez Charge Poly. Charge Poly, c'est une compagnie française qui est incorporée maintenant ici au Canada. OK. Et on fait des solutions de recharge qui sont quand même dédiées aux camions. Ouais, OK. J'ai travaillé pendant quelques années chez Cléo, la filiale d'Hydro-Québec. Toujours à accompagner finalement tout type de transporteurs dans leur électrification et dans la recharge, dans la gestion de l'énergie aussi avec notre plateforme. Ouais, de Cléo gestion était de recharge. très impliqué au niveau scolaire. Vraiment, on a fait du scolaire quand même pas mal avec de beaux clients dans cet accompagnement-là, mais on a fait aussi de la livraison de colis, on a fait transport de marchandises, on a fait les municipalités, on a fait vraiment, on touchait. T'as une flotte? Tu veux t'électrifier, tu sais pas par où commencer, tu as besoin d'un partenaire pour t'accompagner, ben, on était là. Puis moi j'ai parti un peu ça au début, j'aime bien, on faisait souvent la joke là, mon numéro d'employé, matricule 001. Ah, pour vrai? Ouais, Ah au tout début, Mon écoute, Dieu, ok. C'était au s'est début de tout ça. Ça s'est fait vraiment au tout début avec une rencontre avec Jeff Desruisseaux. Shout out to Jeff! Jeff! Puis ça a cliqué tout de suite. Ouais. Puis écoute, une aventure incroyable. Et là maintenant, un nouveau chapitre pour moi. Super excité. Oui. Super excité, malgré ce qui se passe autour de l'électrification et tout ça. Mais regarde, super excité pareil. Oui. On construit une équipe ici au Canada et puis beaucoup de plaisir là-dedans. Beaucoup de plaisir. Cool. Tu me parles de Charge Poly qui est canadien, mais je veux dire, c'est canadien, mais le bureau est au Québec. C'est ça, le bureau est au c'est Québec, c'est ici, on est Charge Poly Canada Inc. On Inc, est ok, ici à Granby. On assemble nos produits à Granby. Donc c'est une borne de recharge. Faites de l'accompagnement, faites du service conseil, faites tout ça, du service mais conseil. fabriquez vos... On fabrique nos propres bornes. On est vraiment un manufacturier de bornes. OK, On va, à la base. Ouais. À la base, on est un manufacturier de bornes. On vient Ok. à côté là-dessus un logiciel qu'on utilise bien évidemment sur nos bornes de recharge, qui est aussi un logiciel maison, qui est développé par nos équipes. Et bien sûr, on peut accompagner dans la démarche d'électrification. Tu sais, c'est un peu là où on utilise notre expertise avec Jean-Nicolas, Guillaume, moi. On a fait quelques projets d'électrification, tu vois, depuis quelques années. On l'a vu passer dans les nouvelles récemment, en partenariat. Oups, ça colle déjà. Là, ça y Hey, est! hey, wow! Ok, regarde. On y est. On y est. Mais ouais, avec Nationex notamment, sur le corridor. Exact. Donc c'est Le projet du corridor décarboné du Québec. sur Montréal-Québec. Montréal-Québec. Montréal-Toronto, peut-être dans une seconde phase. Ouais. Fait qu'on accompagne aujourd'hui Nationex. On a des projets aussi sur des stations de recherche publique. Ouais. Qui devrait s'annoncer bientôt. Mais, Annonce à suivre. Annonce à suivre. Un peu de teasing Ouais. pour débuter là. Mais c'est ça, vraiment
très emballé quand même par cette compagnie-là. La maison mère est en France, à Aix-en-Provence. Oui. Dans le sud de la France. Ah, je ne sais jamais si c'est elle ou c'est Aix-en-Provence. Aix-en-Provence. C'est leur calisson. Très bon d'ailleurs, je te ramènerai la prochaine. Ah oui, ok. Fait que, une quarantaine de personnes sont là-bas. La compagnie existe depuis 2018. Est-ce que tu veux t'en faire un? Yes. Oui. La compagnie existe depuis 2018. On a donc le bureau, comme on vient de le dire, qui existe ici au Québec. Il y a un bureau à Seattle. On vient d'ouvrir un Charge Poly UK en Angleterre. Charge Poly Espagne aussi. Charge Poly Allemagne ne devrait pas tarder. Tu sais, ça commence à avoir quand même une certaine traction et un intérêt vraiment pour les technologies avec quelques partenariats avec des manufacturiers aussi. Volvo France, Volvo UK ont référencé nos produits. Donc, il y a quand même un certain appétit pour cette technologie qui est un peu différente de ce qu'on peut connaître avec les bornes de recharge. Tu sais qu'on appelle standalone. Je sais que c'est les J4 fait que j'ai le droit de dire quelques anglicismes. Le droit entièrement. Le droit entièrement, oui. Mais ouais, différent d'une standalone, on va être sur une unité de puissance qui va distribuer la recharge. Donc, je vais avoir une unité de puissance qui va être 240 kW aujourd'hui, qu'on peut en mettre une deuxième, par exemple, à côté, pour les combiner. Puis, je peux mettre autant de points de charge que je veux. Donc là, ça devient intéressant, parce que quand on est dans des contextes de flotte et parfois de flotte mix, sur un point de charge, je vais être capable de délivrer entre 30 et 400 kW. Ah, ok. Parce que là, attends, ça devient intéressant. Là, ça devient intéressant. Mais là, tu me parles de 400 kW. Oui, monsieur. Là, c'est de la charge ultra rapide. Ultra rapide. C'est la dernière étape avant de se rendre au 1 MW. C'est pas mal ça. C'est pas mal ça. Après ça, c'est un... OK. Tu vas aller sur le mégawatt, effectivement. Le MCS, on est en train de regarder ça aussi de notre bord sur les futures évolutions. On a un produit qui est en construction actuellement qui va être une unité de puissance 360 kW déjà. OK. C'est pareil, tu pourrais coupler. Continuer à augmenter, mais on va finir par se rapprocher tranquillement, pas vite, de ce fameux mégawatt. C'est sûr et certain. C'est sûr et certain. Ouais. Est-ce que justement, tout le monde court après la même chose, dans le sens que le fameux 400 MW est une... 400 kW, tu veux dire? Hein? 400 kW? Moi, excuse-moi, j'ai dit mégawatts, excuse-moi, mais 400 kW, je veux pas dire comme une barrière psychologique, mais ça se veut être un peu la ligne. C'est un peu la ligne, parce que tu sais, c'est une question d'ampérage, etc. Aussi, au niveau du courant, puis tout. Puis, oui, c'est souvent la ligne. Aujourd'hui, pas beaucoup de trucks qui prennent 400 kW anyway. Non, de toute façon, c'est là que je m'en allais avec toi, dans le sens que là, 400 kW, oui, c'est beau, mais la réalité, c'est que même si tu as 400 kW de puissance, ça ne veut pas nécessairement dire que les camions ou le véhicule est capable de le rendre. Exactement. Tu sais, là, aujourd'hui, sur le Volvo VNR, par exemple, qu'on a chez National, il prend 240, je pense, ou 250. OK. Pic. Mais c'est tout. C'est capé. À côté, je peux emmener un Silverado, puis lui, par contre, il va être capable de prendre 300, par exemple. C'est quand même assez drôle, hein? Mais oui, mais tu sais, c'est de la gestion thermique de batterie. Absolument. C'est d'autres choses. Mais je trouve ça intéressant dû au fait que, comme tu me disais, tu peux juste avoir de la puissance là, puis après ça... Tu peux jouer là-dedans. C'est ça qui devient intéressant. C'est que si tu as un camion qui arrive un petit peu après, qui a besoin de plus d'énergie, tu le mets sur un point de recharge, n'importe lequel. Il n'y a pas besoin de dédier quelque chose. Exact. Toi, tu vas au bout de la cour, tu te mets un point de recharge. J'ai besoin de le mettre en priorité. On va distribuer la puissance à la bonne vers place. lui. Il va prendre full bin, il va prendre sa puissance, puis derrière, les autres véhicules, on peut les descendre. On peut jouer là-dedans. Au besoin. C'est là que ça devient vraiment, vraiment intéressant. Et aussi, j'avais des discussions avec certains transporteurs, dire ah ouais, mais attends, moi j'ai une grosse borne, puis après il est là, puis je veux faire du conditionnement de batterie. Ah oui. Normal, je veux garder avant le départ, et tout. C'est un peu poche d'avoir une 180. Puis tirer juste 20 kW dessus, 30 kW. Tu as un peu l'impression de dire ah, je suis pogné avec ça, donc on regardait pour peut-être aller mettre d'autres bornes moins puissantes, puis commencer à prendre le truck, le mettre ailleurs. Puis là, t'as pas besoin. T'as pas besoin. C'est ça là. Laisse-les là. On va juste rediriger l'énergie à la bonne place. Diriger l'énergie à la bonne place. That's it, that's all.
Et que ça, c'est intéressant. Ça, c'est ce qui m'a... Ça, c'est... Je me suis dit, il y a quelque chose quand même qui est beau dans cette technologie-là, de vraiment être capable de, je dirais, de distribuer la puissance intelligemment en fonction des besoins. Exact. Ça, c'est comme un peu je vois ça un peu comme la prochaine frontière, la prochaine chose que l'industrie va traverser dans son entièreté, c'est de pouvoir jouer avec la puissance selon les besoins. Selon les besoins, plus que selon le véhicule. Dans le sens que tu peux juste décider stratégiquement de pousser le courant à des affaires très spécifiques en fonction de ta route, la logistique. C'est tes opérations qui drivent le show de toute façon. C'est ça. Parce que c'est là que je m'en vais. Parce que de toute façon, c'est la logistique. C'est la logistique qui va dicter ton besoin. Mais complètement. Aujourd'hui, tu disais tantôt, tu avais un bon point. Tu as une limitation, c'est ton véhicule. C'est ton véhicule. Ton véhicule est une première limitation. On ne peut pas envoyer, effectivement, comme on disait tantôt, du 400 kW sur certains véhicules. Non. Enfin, déjà, tu as ça. Mais après, c'est tes opérations qui drivent le show. C'est qu'est-ce que j'ai besoin, quelles sont mes prochaines routes, etc. etc. C'est ça qui définit la quantité d'énergie, quelle priorité tu fais dans ta recharge. Puis tu veux éviter, tu sais, on en a parlé beaucoup à l'époque de Cléo, c'est toujours d'actualité, tu veux éviter tes appels de puissance. Tu veux éviter ça? Ça sert à rien. Ça, hein? Que ton truck soit prêt à 10h du soir alors qu'il repart à 6h le lendemain. Ah non. Zéro. Ça ne sert à rien. Ça sert à rien. Par contre, d'avoir cette flexibilité-là, tu sais, j'ai souvent eu des « Ah, mais qu'est-ce qui se passe? J'ai un what if si j'ai besoin de donner beaucoup de puissance sur un moment. » Regarde, cette solution-là, elle te le permet. Elle te le permet. Sans pour autant burster ta puissance toute la journée. Pas autant, c'est ça. Mais si tu as un besoin spécifique, bah là, lui, il va pouvoir te donner la grosse puissance, recharger ton truck plus rapidement. Est-ce que excuse-moi de t'interrompre, ça fait, mais est-ce que il y a ce lien-là entre la logistique et la recharge qui se fait? Y a-t-il une communication entre les deux ou est-ce que ça s'en vient ou est-ce que... Tu comprends ce que je veux dire? On fait de l'intégration avec de la télémétrie. OK. On peut faire de l'intégration avec du TMS, sans problème. OK. Tout ça, ça va être finalement des intrants. Des intrants sur comment est-ce que je gère la recharge. On a quelques modules aujourd'hui prédéfinis. Tu sais, ça peut être du first in, first out. Ça peut être, je veux que celui-ci soit tout le temps à 80% de SOC. Ouais, je comprends. Il y a plusieurs stratégies qui sont directement dans le logiciel en tant que tel. Mais moi, plus tu me donnes des intrants... Mais y a-tu du just in time? Tu comprends? Tu peux y aller. Quand on va être en temps réel, capable de s'adapter... Mais ça, il faut que je rentre de la donnée. Donnez-moi de la data. Oui. Data is king, là, tu sais bien comment c'est. Puis, mais on peut connecter ça directement sur la plateforme. C'est une plateforme ouverte, tu sais, avec des API. Okay. On peut venir connecter d'autres outils du client. Le plus j'en ai, le mieux c'est. Ouais, c'est ça. De recharge intelligente. Parce que je trouve que... C'est bon, ça. Ah, c'est déçu. Non, c'est déçu. C'est vraiment déçu. Excusez-moi. Excusez tout le monde. Ça coule de partout. Bon. C'est bon. Oh. Ce qui m'amène à te poser la question, qu'est-ce que tu penses que ça va avoir l'air tantôt? On se propulse dans 2 ans, 3 ans d'ici. La recharge va occuper... Est-ce que la recharge va être aussi importante? Je veux juste être sûr qu'on se comprenne bien. Vas-y. Est-ce que la recharge va être aussi importante qu'elle l'est aujourd'hui ou elle va finir par être intégrée dans des outils, dans un aspect plus large, puis ça va juste devenir une machine qui va tourner? Tu comprends-tu ce que je veux dire? Tu sais, quand que l'électrique est entièrement intégré, puis là, je dis pas que tout est électrique, c'est pas ça que je veux dire par intégré, mais parce qu'il y a plusieurs solutions, plusieurs motricités, plusieurs... différentes façons de propulser un véhicule qui va être à même une flotte. Là. Le bouquet énergétique, on y retourne avec les couverts, on retourne avec notre Rich, c'est pas Richard. Ouais, c'est Rich. Mais regarde. Mais est-ce que ça va devenir de moins en moins un enjeu ou ça va être pas de moins en moins un enjeu, plutôt que ça va devenir quelque chose de plus intégré? Comme une commodité. Ouais, comme une commodité. C'est ça, je veux dire. On aura juste l'impression que ça a toujours été comme ça. Puis tu sais, les opérateurs de logistique comme Nationex opèrent déjà comme ça. Réfléchissent leur tournée en se disant, ben, c'est juste qu'aujourd'hui, il y a des choses qui sont encore un petit peu mal. Forcément, tu dois quand même regarder. Il y a encore un input humain. Il y a encore un input humain. Aujourd'hui, on fait beaucoup du return to base. Donc, c'est aussi, tu sais, je fais juste ma tournée, puis je reviens, ou je fais de porte à porte, etc. Parce que
en termes de réseau public ou dédié ou éventuellement voilà, aux camions lourds, ce que fait aujourd'hui le circuit électrique, hein, son projet de camions lourds. Charlotte à Martin Archambault qui est déjà Martin, sur le podcast. Décidément. Martin! Mais tu sais, il y a ce programme-là, mais parce que faut quand même un petit peu s'adapter. Et puis c'était ça aussi les électromobilistes. Puis même si demain tu es électromobiliste puis tu veux aller, tu veux traverser le Canada, il va falloir que tu t'adaptes puis tu regardes où sont les points de recharge. Exact. Mais tu le regardes un peu à la main. Oui. À ton point, oui. Je pense que l'automatisation, tout ce qu'on entend avec aussi de AI et autres, tu sais, il y a quand même des choses, on va aller vers des choses qui vont se faire de manière automatique. Ouais. Et ça va juste être, je rentre mes inputs, c'est quoi les routes que je vais avoir, et encore, ça rentre automatique. Ça rentre automatique. Qui va te dire, ça c'est ta meilleure tournée optimisée en fonction de tel véhicule, puis c'est tel véhicule qu'il faut prendre, puis voici ce qu'on va mettre en charge utile, etc. Exact, c'est ça que je veux dire par commodité. Ça va devenir un peu comme... Ça va faire partie de ça, ça, puis ça sera pas une gestion manuelle. C'est pas une gestion manuelle, ça va s'opérer tout seul. Ouais. Avec les datas, avec de plus en plus je dirais, d'automatisation, comme on disait tantôt. Ouais. Je pense qu'on va finir par arriver là. Il y a un bout de chemin à faire. Définitif. Il y a un bout de chemin à faire. Définitif. Mais, oui, on finira par aller dans cette direction-là. Cette direction-là. Absolument. Je pense à la télématique, tu sais, je pense. La thématique, plus que jamais. Et puis d'ailleurs, je vais avoir un candidat un prochain invité, là, tout concerné par la thématique. Là, ouais. OK. Mais je pense que plus que jamais, la télématique va être influencée ou va se servir de l'intelligence artificielle pour prendre en charge toujours plus et plus et plus. Du simple point de vue que la télématique, pour moi, est un point central où que toute la donnée passe à travers. C'est pour ça que c'est là que je me demande, est-ce que la gestion active, mettons, manuelle d'une recharge va être aussi compliquée plus tard que celle-là aujourd'hui, tu sais? Je penserais pas. Ça va simplifier. Tu as toujours l'action de plugger, dépluguer. Là, aujourd'hui, il faut quand même mettre ton pistolet de recharge, on s'entend. Mais même à ça, nous, on disait beaucoup, tu sais, vos chauffeurs, quand ils rentrent, ils branchent. Est-ce que la recharge part à ce moment-là? Pas sûr. Ça, c'est déjà effectif, tu vois. C'est déjà le cas dans la majorité des gens qui font de la recharge intelligente. La recharge part pas à ce moment-là, ou elle part à petite puissance pour démarrer, puis tu sais, s'étire dans le temps pour effectivement baisser l'appel de puissance qu'on parlait tantôt. Mais tout ça va venir s'automatiser, les calculs vont se faire en permanence, et c'est beaucoup de calculs en fait. C'est une tonne de données. C'est une tonne de données qui vont calculer, puis te dire, puis on parlait de mix énergétique tantôt, qui vont aussi te dire, bah tiens, ça c'est ce qui arrive dans un jour, 2 jours, fais-le plutôt avec telle technologie. Fais-le plutôt avec celle-là. Fais-le avec celle-là, exact. Ça va être central. Ce qui est central, ce qui est super important pour moi, c'est l'interconnexion des systèmes. Tu sais, il y a eu quand même toute une phase où oh que c'était fermé. Oh mon Dieu. Oh que c'était fermé. C'était difficile de sortir les données d'un OEM. C'était difficile de sortir les données même de certaines bornes, de manufacturiers de bornes ou autres. Ça y est. Je pense qu'on a passé cette étape-là. Cette étape-là est franchie. Et franchie. Il y a quand même plus de partage de données qui se font soit en partenariat, mais soit tout simplement parce que c'est ouvert. L'écosystème, c'est tout simplement ouvert. Juste parce que moi, je le fais. Par la force des choses. Par la force des choses, t'es rendu là. Exact. Et maintenant, ça devient plus intéressant pour justement faire des choses beaucoup plus intelligentes que ce qu'on avait auparavant. Parler d'intelligence, l'intelligence artificielle entre autres, mais à quel point chez Charge Poly, mettons, vous regardez ça d'un œil distant, proche. Est-ce que vous êtes dans l'adoption active? Est-ce que ça a l'air de quoi? Peut-être dans une question un peu plus large, mais qu'est-ce que l'intelligence artificielle apporte à un fabricant de bornes comme Charge Poly, mettons? C'est intéressant, ça. C'est une bonne question. Tu sais, on va d'abord parler peut-être du côté hardware. Certainement des choses qui vont se faire, c'est dans les chaînes de production avec le AI. Pour aider là-dedans. Je pense aussi à la détection d'anomalies. Tu sais, potentiellement, tu peux utiliser beaucoup de data pour faire tout ce qui va être du prédictif et de dire tu sais, moi, je suis l'habitude d'avoir changé telle pièce
à telle fréquence, puis d'utiliser mes données avec le AI pour te prévenir, dire peut-être y avoir une demande de support ici. Donc ça, c'est des choses que je pense qui finiront par arriver. Aujourd'hui, nous, on est davantage impliqués autour du software. Avec le AI, c'est plus facile, c'est de la donnée. Et comme je te disais, comment est-ce que on peut jouer un peu d'algorithme pour piloter la recharge? Comment est-ce qu'on peut anticiper des besoins de recharge ou vraiment avoir de supporter un peu cet aspect-là. Donc c'est plutôt dans cette démarche-là, je te dirais aujourd'hui qu'il y a quand même que ça se passe. Ça se passe quand même pas mal dans nos équipes en ce moment. Mais ça va occuper une place. Ça va occuper une place, puis tu sais, il y a le quand on parle des AI, là, on parle souvent de attention, il y a la générative, tu sais, puis c'est ce qu'on voit toujours. Gen AI. Gen AI, ok, c'est bien, mais c'est vraiment de l'apprentissage, tu vois, qui nous intéresse ici dans ces modèles-là, c'est trouver des patterns, des mécanismes qui reviennent pour être capable d'automatiser, comme je te disais tantôt, puis tu sais, d'anticiper, de dire voilà, là j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui revient souvent, je peux le faire différemment. Ce truck-là, il arrive souvent à telle heure, ou il repart à telle heure, etc. C'est là où je pense qu'il y a vraiment un côté leverage. Mais aujourd'hui, tu sais, Max, tu peux pas passer à côté là, du AI, tout le monde en parle tout le temps. Tu es obligé d'être au moins avoir un peu là-dedans. C'est la même chose que quand tu vas parler de V2X, V2G, toutes les patentes. Au Québec, il y a quelques projets qui se font un peu, il y en a un peu partout, plus aux US aussi, mais il y en a d'autres un peu au Canada. T'en vois un peu au Québec, on est peut-être un peu moins avancé sur ce projet-là. Je trouve que, tu sais, je ne vais pas t'interrompre, mais Martin Archambault m'en avait glissé un mot très brief, puis je pense que c'est moi qui avais apporté la question, est-ce que le vehicle to grid va être une affaire? Puis Martin m'avait à ce moment-là, puis ça m'a marqué parce que je me rappelle encore de ce qu'on avait discuté. Puis Martin me disait qu'il y a toute une réflexion qu'il faut avoir avec un vehicle to grid, dans un concept de vehicle to grid. Ça veut dire que si on regarde nos habitudes de consommation d'électricité dans nos foyers respectifs, nos maisons, Martin me disait qu'il va y avoir un appel de puissance entre 4 et 8. Parce que c'est là qu'on soupe, qu'on fait le ménage, qu'on fait le lavage, les bains, le chauffe-eau, tout fonctionne en même temps. Pendant ce temps-là, ton véhicule est branché chez vous. Parce que la première chose qu'on fait en tant qu'usager, je dis qu'on fait, je n'ai pas de véhicule électrique, mais le premier réflexe, c'est que tu arrives chez vous, tu te branches. J'ai des amis qui ont des véhicules électriques, mais on va souper chez eux un samedi soir. Samedi soir, je veux dire, véhicule branché. Je ressors à 11h, le véhicule est toujours branché. Il ne se servira jamais. Probablement qu'il est déjà plein, ça fait un bout. Puis il y a toute la notion de genre, s'il y a assez de gens qui se branchent au réseau, vehicle to grid au réseau, ben, peut-être qu'on peut réduire cette demande-là, puis de l'envoyer à des places stratégiques. Fait que, tu sais, ça me ramène, si j'essaie de ramener ça à une flotte de transport, ben, Christophe, dans ces 5 à 8-là, dans ce 4 à 8-là, 16 à 20 heures, est-ce que je peux recharger les trucks de façon proactive à du 400 kW, à du 1 MW, puis de faire comme, hey, je vais enlever cette pression-là sur le réseau, puis je vais rediriger ça à des endroits où, dans les quartiers industriels, dans les quartiers commerciaux, où là, il y a un besoin précis dans ces zones-là. Parce que la réalité de tout ça, c'est que on peut bien dire que l'électricité, c'est facile chez nous, mais toute chose a une limite. Toute chose a une limite. Tu es en plein dedans. Puis aujourd'hui, on a l'électricité au Québec. Alors oui, avec les électrifications, il y a certainement des enjeux. Ce qui est problématique, tu l'as touché du doigt, c'est les événements de pointe. Et puis aujourd'hui, Hydro-Québec récompense les acteurs, l'écosystème, en tout cas, qui font des diminutions de consommation lors de ces appels-là, comme tu disais. Puis regarde, je reprends tes exemples là. Mais tu mets ça dans le mix, tu mets une tarification dynamique. En plus. Ça coûte très cher de recharger quand c'est la pointe. Ouais. Tu ne recharges pas. Effectivement. Lance pas ta recharge. Non. Parlais de tes amis qui sont branchés. Ouais. Le véhicule est branché, mais tu ne recharges pas à ce moment-là. Exact. Il est certainement pas à 0% ce véhicule-là. Okay? Il est peut-être à 50. Et à ce moment-là, utilise-le
pour renvoyer son énergie dans le grid. Là, ça devient intéressant. Je mets moins de pression dans le grid, je suis dans un événement de puissance, je redonne de l'énergie, etc. Il va redescendre tranquillement, pas vite à 20. 20%. On recharge-le en plein milieu de la nuit, de minuit à 4 heures du matin. L'électricité est moins chère, c'est rentable aussi pour toi de le recharger à ce moment-là, tu le ramènes à 100%. Puis là, on commence à jouer un peu avec... Tu sais, un véhicule électrique, c'est une batterie, cette batterie. C'est une batterie avec 4 roues, là. Une batterie avec 4 roues. Fait que, comment est-ce que tu peux jouer avec ça? Et c'est là où ce genre de programme-là, avec Hydro-Québec d'effacement qui rétribue, de fait de faire du V2X, mais alors quand on dit V2X, c'est... Il y a V2G pour le grid, ça peut être juste à ta maison. Tu sais, il y a des gens qui peuvent se faire des choses un peu de manière autonome. Ils se disent, regarde, je prends mon pick-up ou n'importe quel char électrique, puis j'utilise cette batterie-là. Il y a des choses, on est un peu loin au Québec de tout ça. Mais je pense que, tu sais, on a divagué un peu là-dedans, mais c'était AI, V2X, quand tu parles de recharge. Il faut être là-dedans. Ou en tout cas, il faut avoir les yeux et puis regarder un peu ce qui se passe. Et se tenir informé des nouveautés, des nouveaux protocoles, les différents utilities, là encore, désolé pour l'anglicisme, mais sont concernés, s'interrogent, il y en a certains qui sont plus en avance que d'autres, il y a certaines normes qui sortent ici et ailleurs, donc il faut suivre ça de près parce que c'est le next big thing. C'est le next big thing. Tu vois? C'est ça. Vraiment. Tu me mentionnais off-cam que y a plusieurs, si c'est pas presque toutes vos composantes de vos chargeurs qui sont faites en sol québécois, canadien. Ça, c'est super important pour nous. Un des éléments qui est plus compliqué, c'est ce qu'on appelle le module de puissance. C'est souvent plus compliqué de l'avoir aujourd'hui fabriqué ici, mais on a un produit qui est fabriqué, conçu, je dirais assemblé au Québec. On va aller chercher la fameuse certification produit le stamp du cœur de liste. On va aller le chercher pour produire, alors je me souviens plus, il y a fabriqué, produit au Québec, il y en a un des deux qui demande un peu moins de composantes. On est là-dedans, on est en plein là-dedans. Mais ça, le produit sort de Granby. Il est cool. À 5 minutes de notre de nos bureaux, là, entre guillemets. Et c'est ça, tu sais, tu as besoin d'une pièce, elles sont là. Elles sont là, elles sont ici. C'est là. Il n'y a pas de genre, je peux venir ça... d'Italie ou des États avec les tarifs. Ou des trucs. Non, mes pièces sont là. Je ne dois pas nécessairement parler de tarifs, mais c'est un aspect quand même. C'est un aspect tu vois, à réfléchir. Mais oui, nos produits sont faits ici. Puis ça, c'est ce qui m'a... Moi aussi, ça m'a Ça t'a séduit un peu. Ça m'a séduit un peu. Je me suis dit, regarde, on fait quelque chose d'ici. C'est quand même... Ça fait une différence. Ça fait une différence, je pense. Ça fait une différence. Je pense que oui. Autant que dans le podcast que j'ai fait récemment, qu'on parlait du fait qu'il y a beaucoup de pièces ou de composantes dans nos véhicules, dans nos camions lourds, qui ne sont pas nécessairement fabriquées ici ou qui sont importées d'ailleurs. Puis il faut vivre avec un aspect de la globalisation qui est nécessaire aujourd'hui plus que jamais. Peu importe ce que le monsieur au toupette jaune dit l'autre bord des lignes. Sans commentaire. Sans commentaire, mais il y a un aspect globalisation qu'on ne doit pas oublier, pour les bonnes raisons. Parce que c'est ce qui fait en sorte que tout est au prix, à la disponibilité que c'est, puis ça nous apporte... Il y a du bon côté à tout ça. Je veux dire, la chaîne, il ne faut pas démoniser nécessairement pour autant. Mais, de l'avoir produit chez nous, ça rapporte une autre dimension qui est tout aussi importante. Ça rapporte une expertise, une connaissance qui est ici. Du feedback, tu as des gens d'ici qui te répondent. Tu sais, quand tu veux faire des changements, on a des évolutions sur nos produits, je t'en parlais tantôt. On va avoir une nouvelle unité de puissance 360 kW. Faites-là, tu sais, on jase, là, puis les feedbacks sont tout de suite. Tu sais, t'as pas besoin d'attendre ou t'as pas de différence. Non, il y a une espèce de réactivité qui devient intéressante quand tu deviens un manufacturier. Et avec la réalité d'ici. Avec la réalité d'ici, c'est ça. Parce qu'on s'entend que d'opérer ici, c'est aussi... Ça a ses particularités. C'est une particularité d'opérer de l'électrique quand même sur nos conditions. Du plus 40 à du moins 40, là, je veux dire... ça fait partie des choses. Exact. Ça fait partie de notre réalité. Exactement. Ici, sur notre territoire québécois, tu sais.
Est-ce que, avec ce que vous avez fait avec le projet, comme dans le projet de Nationex, qu'est-ce que. Ben là, ça fait déjà quelques. Je pense que vous avez passé un hiver. On a passé l'hiver. Vous avez passé l'hiver. Oui. Qu'est-ce que vous en ressortez de tout ça, mettons, au point de vue hivernal? Ouais. Est-ce qu'il y a quelque chose qui est sorti du lot et qui fait comme, hey, ça, là, tu vois, on l'a pris en note bien comme il faut, là, au Sharpie, là, puis on va s'en rappeler longtemps, tu sais? Ou on va apporter des changements parce que ça, c'est majeur. Premier truc, on va se péter un tout petit peu les bretelles. Ah, vas-y. Un tout petit peu. Vas-y, pète-toi. Ça a quand même bien fonctionné. Non, mais tu sais, je veux dire, ça a bien opéré. Pas eu de... High five, yeah man! Non, mais étonnamment, il y a quand même, je dis étonnamment parce que tu sais, on sait ce que c'est d'opérer des nouvelles technologies. Il va arriver plein de choses. Ouais. Ça a quand même bien fonctionné, une belle fiabilité. Donc ça, c'est un premier bon learning, c'est de dire, tu sais, au niveau des températures, on a eu un bel hiver. Hein? Oui. On a eu un bel hiver. Oui, un redout, on est passé par plusieurs trucs, ça a bien fonctionné. On a eu pas mal de différents véhicules qui sont venus se tester aussi sur notre techno. Ça fonctionne bien, au terme d'interopérabilité. Ouais. Entre les marques, entre les fabricants, la recharge part, s'arrête, on est capable de piloter, c'est reconnu tout de suite. Les courbes sont intéressantes au niveau de la recharge parce que sur nos produits aussi, on n'a pas de derating. C'est vraiment, ça charge à fond jusqu'à ce que tu arrives à ton 80%, où ça descend tranquillement pas vite. Mais il n'y a pas de derating sur la techno en tant que telle, donc ça aussi c'est intéressant. On gagne un peu de temps sur la recharge par rapport à ce que peut faire la concurrence. Quelques quand même apprentissages, on parlait notamment d'aération au niveau de l'unité de puissance, des choses qui vont être revues un peu par rapport à ce qu'on a. Au niveau de la conception, tu veux dire? Absolument. Au niveau de la conception, au niveau de l'enclosure. Il y a des choses qui vont être revues autour de ça pour que ce soit plus efficace que ce qu'on avait, parce qu'on a énormément de data sur nos propres bornes. J'ai tout ce qu'il y a en direct, la température, comment ça se passe. Il y a des choses qu'on s'est dit, on peut améliorer de ce côté-là. Un des enjeux qu'on a eu, c'est qu'il y a eu pas mal de... Puis ça, c'est très québécois aussi. Micro-coupure. Le réseau était down. C'est vrai? J'étais là. Mes bornes sont down. On était, qu'est-ce qui se passe? Ah ben non, il y a une coupure. Ah non, ok, c'est une coupure. C'est pas des grosses, c'est pas des gros. Mais tu sais, ça fait un reboot et autres. Fait que pareil, il y a eu des choses qu'on s'est dit, tu sais, quand le système se reboot ou sort de reprise après panne, quelques petits ajustements à faire au niveau du soft, davantage. Mais quand même, tu sais, il y a eu des apprentissages de ce côté-là. C'est pas mal ça les apprentissages, mais on a passé l'hiver, on est pas mal content, ça a bien été. On est en train de faire un autre déploiement pour Nationex sur leur antenne de Québec, c'est en cours actuellement. On va être impliqué sur le corridor un peu décarboné dont on parlait, de la recherche publique. Il y a un autre gros projet aussi qu'on travaille, on a le droit d'en parler, mais pour des véhicules qui arriveraient du port. Donc là, on avait vraiment besoin de grosse puissance. Ils vont au port, puis ils vont dans un entrepôt, puis ils font juste cette route-là. On avait vraiment besoin d'avoir de la puissance. Un first mile delivery, là. Un exactement. Up to hub, complet. Puis non, c'est quand même des bons apprentissages. Mais je te dirais que ça a passé le test. Ça a passé le test de l'hiver québécois. On est pas mal fiers de ça. Oui, peut-être en partie aussi relié à votre conception, des choses qui sont faites ici, puis qui sont prises en compte dès le premier moment de conception. Exactement, parce que les produits sont différents. Là, ma product line d'Europe est différente de ma product line nord-américaine. Je comprends. C'est complètement normal, tu sais bien ça. Mais oui, il y a des différences de conception, il y a des différences là-dedans. Et comme tu dis, on le prend jour 1. De jour 1 dans la conception, on se dit non, c'est un produit qu'on va déployer ici. Ça, c'est super, c'est super riche pour moi. C'est important plutôt que de vendre un produit qui ne va pas être adapté à nos conditions. Là, je sais que ça va répondre à nos conditions. Je comprends. Ça va répondre à un besoin du marché parce qu'on va essayer de s'adapter aussi aux besoins du marché, aux besoins qu'on peut avoir ici. Donc ça aussi, c'est vraiment super important pour moi qu'on ait cette réactivité-là. Puis je trouve que c'est un bel atout qu'on a dans notre manche. Mon Dieu, un bel atout. Je pense que n'importe quel... On va se mentir, là, en Amérique du Nord, il y a comme vraiment, je veux dire, 3 hubs, là, pour rester poli, mais 3 hubs d'électrification, qui est la Californie, le Québec, puis qui est le BC, le Colombie-Britannique, dans peut-être une moindre... Encore petite, mais quand même très présent. Et c'est littéralement 3 marchés complètement différents. Je veux dire...
c'est un enjeu de chaleur et jamais de froid en Californie. Là. Les véhicules n'ont pas la même perte énergétique ou ils n'ont pas à se battre avec tout cet aspect thermal-là qu'on vit ici chez nous. C'est très différent. Là. Complètement. C'est vraiment très différent. C'est ce que je trouve qui est intéressant au niveau de l'électrification, puis en même temps qui ralentit le processus. Parce que justement, ça bouge différemment ou ça réagit différemment d'un climat à un autre. C'est vrai. Il n'y a pas de recette unique. C'est ça, je veux dire. Il n'y a pas de bâtir un camion. Puis là, ça, c'est mon opinion personnelle, mais je pense qu'il n'y aura pas un manufacturier qui va pouvoir bâtir un camion de la même façon, électrique du moins, il va avoir des options spécifiques à une région ou avec un. Puis il faut s'adapter. Puis il faut, parce que autrement que ça, tu t'adaptes à ton marché, là, quand même. Exact. Tu t'adaptes à ton marché. Mais à ton point, tu sais, ce qui est intéressant qu'on a vu, c'est que beaucoup de plus grosses corporations qui ont, par exemple, des opérations au Québec, c'est le terrain de jeu ici. Oui. Oui, c'est le terrain de jeu idéal. Ça marche là. Si ça marche. Non, je comprends. Donc, on a eu un peu cette lune de miel-là, en 2 ans. Là, là, on sait qu'en ce moment, c'est un peu plus compliqué avec l'arrêt des programmes et tout ce qu'il y a dans l'actualité. Oui. On va se dire les vraies affaires. C'est normal qu'il y ait un peu de ralentissement là-dessus. Mais en même temps, on a eu cette opportunité-là, nous, au Québec, le projet pilote de quand même beaucoup de compagnies, c'est ça. Et de dire, regarde, on les essaye ici, puis est-ce que ça peut se répliquer derrière? On avait électricité à bon prix, on avait des programmes de subvention intéressants, on a un climat qui est challengeant. Qui est challengeant, mais qui couvre tout le spectre, parce qu'il peut faire très chaud, il peut faire très froid. Et que là, ça nous a permis quand même de voir des trucks, de voir des acteurs aller quand même à une vitesse assez rapide dans leur projet d'électrification, parce que les conditions étaient réunies finalement. Je suis d'accord avec toi, entièrement. Puis je pense que c'est... on peut en retirer ce qu'on veut de toute la filière batterie ou de... Ça devient plus une question politique qu'autre chose, là, honnêtement. Là. Mais à mon avis... Mais il y a eu ça de bien pendant un bout. Le Québec a été je peux dire pas la référence, mais plutôt la place où ce que tu voulais tester, faire des projets, amener des produits, tester. Puis je pense que ça a été plus positif que négatif. On peut avoir l'opinion, encore une fois, de ce qu'on veut, de la filière batterie, de Pierre Fitzgibbon, de tout ce qui s'est passé. Ça n'a pas été sans accroc sur certains sujets, tu vois, c'est sûr. Puis je suis en désaccord avec mes affaires, je suis en accord avec bien d'autres, c'est correct, tout le monde a le droit à son opinion, puis je respecte ça. Mais on peut pas dire que ça nous a pas fait aller à Mac 2 pendant ce temps-là, puis qu'on a... Tu comprends? Puis de ton côté, je suis sûr que t'en as beaucoup plus long que moi à dire. Moi, on est dans un environnement concessionnaire. C'est sûr. On a une jumelle de loin. Mais tu sais... on a eu l'opportunité, tu vois, j'ai eu quand même cette chance de pouvoir toucher différentes industries, différents acteurs, puis de voir, tu sais, c'est quoi les différences, qui va à quelle vitesse, comment est-ce qu'on s'adapte, quelles sont les préoccupations qui ne sont pas du tout les mêmes parfois. Pas du tout les mêmes. Mais non. Et ça a été très riche là. Puis tu sais, certains transports, on parlait du transport scolaire, tu sais, beaucoup. Il y a quand même des transporteurs qui sont allés all-in. Vraiment fort. Pour des fois des raisons gouvernementales ou d'autres. Mais je suis convaincu, puis ça tu pourras me le dire, mais je suis convaincu qu'il y en a qu'il y en a dans le lot qui ont peut-être été plus loin encore que ce qui était requis ou demandé par tout ce qui était gouvernemental. Là, mais c'est t'en as qui ont dit, tu sais quoi, t'es en train de me forcer, parce que c'est ce qui s'est passé. Parce que c'est ce qui s'est passé, on va se dire les affaires. T'es en train de me forcer, moi je vais y aller à fond. Il y a ceux qui sont allés, il y en a qui... quand c'est forcé, c'est jamais jamais mieux, mais il y en a qui ont dit, tu sais quoi, moi je vais y aller à fond. Let's go. Puis ça, on l'a vu dans les différents segments de marché dont on parlait tantôt. Tu sais, on a vu avec du transport scolaire, avec, je pense forcément à mon ami Stéphane d'Autobus Groupe Séguin, qui est quand même allé, all-in, son nouveau garage est pensé pour l'électrification. Moi, j'ai vu les photos de l'installation, c'était assez incroyable.
La même chose avec Autocar Janois, dans le Saguenay. Mais en même temps, on a vu des livreurs de colis y aller à fond, Nationex, forcément. GLS, ça fait quand même pas mal de choses. Pure Later, on en parlait tout à l'heure. Dans le camion lourd, je veux dire, les groupes Robert, ils y vont. Simard Transport, on en a quand même. Location Brossard. Pour ne nommer que ceux-là que je connais, tu vois, forcément, sur lesquels j'ai été impliqué de près ou de loin. Là, je veux dire, il n'y a rien que ça. Qu'on dit, non, mais nous, on y va. Ouais. On y va. Alors, il y a eu de l'apprentissage. Il y a eu de l'apprentissage, il y a eu beaucoup de choses. Quand t'es le premier, tu défriches, là. Tu défriches. Ça fait partie du early adopters, mais en même temps, je pense qu'ils ont vu l'opportunité, non peut-être pas business, mais juste de tester quelque chose de nouveau. C'est quoi les impacts que ça a sur mon chauffeur? C'est quoi l'impact que ça a sur mon économie? C'est quoi l'impact que ça a sur mon image? Tu sais, il y a plein de choses qui peuvent se faire autour de ça. Qui ont des contrats aussi parce qu'ils font du transport décarboné. Tu sais, l'importance des donneurs d'ordre aussi est vraiment, vraiment importante. Certains qui veulent un transport, des fois ça peut être d'emmener mes employés à la cabane à sucre. Je le veux avec un véhicule électrique. Avec un véhicule électrique. Je veux faire livrer mes colis. Je veux que ce soit avec un véhicule électrique. Tu sais, il y a quand même ce que j'appelle maintenant les donneurs d'ordre. Ils ont un poids. Puis eux ont aussi certaines obligations réglementaires qui vont finir par arriver aussi, je pense, dans le transport avec le scope 1, 2, 3. Ils vont faire leur scope 3. Ils vont devoir émettre des rapports sur moi je fais mon transport, puis voilà, voici combien ça consomme. Il faut quand même qu'ils soient vigilants aussi de ce bord-là. Et donc vont être de plus en plus friands de transport décarboné. Je dis décarboné, pas forcément électrique, ok? On s'entend encore une fois. Mais je pense que l'aspect des donneurs d'ordre, des gestionnaires, sustainability managers, ils ont quand même un leverage maintenant sur faire changer aussi les comportements des transporteurs, à se dire attends, il serait bien que j'avais une branche. Tu apportes un bon point. On a vu la dernière course à l'électrification qu'on a vécue. On a vu les Chief Sustainability Officer, je te parle. C'est pas à cause de l'alcool, il y en a pas. C'est pas ça. Mais on a vu la naissance de ces rôles-là dans les entreprises. Tu as raison, là. Ces gens-là, on entend moins parler aujourd'hui, mais ils ont encore un rôle très important parce que c'est cyclique dans le sens que souvent ces règles-là ou ces normes-là viennent avec les gouvernements qui changent et qui viennent. Ça, c'est sûr. Mais il y a l'électrification, le dernier coup que l'électrification a donné, ils nous ont démontré que ça pouvait se faire. Ça peut se faire. Que ça peut se faire. Puis là, l'enjeu, c'est pas est-ce que ça passe ou ça casse. C'est ça passe, mais là, il faut trouver une façon de rendre ça plus optimal encore. T'sais. Puis c'est là que je trouve ça intéressant de ton point de vue à toi, étant un conseiller, un fabricant de bornes, étant à la tête de développer les affaires. Comment tu vois ça, toi, dans mettons, la prochaine année, les prochains 2 ans? C'est quoi tu te donnes comme mandat de faire comme, OK, voici l'état du marché, voici où ce que je pense que ça va aller, puis voici comment je vais, tu sais, voici les actions que je... Je veux pas savoir exactement ce que tu fais, là, donne pas ta recette, mais... Non, mais regarde, mais c'est une question tough. Mais regarde, je pense que continuer ce rôle-là de démocratiser et que c'est faisable, de s'appuyer sur les projets qui ont été faits ou les études qui ont été faites. Je pense à ce qu'a fait Livy, rechargeable. Shout-out to Charles. Mais tu sais, c'est ce genre de projet-là avec des données réelles qui font que continuer de démocratiser, il y a encore un rôle d'éducation, Max, là-dedans. Il faut continuer ça. Il faut continuer ça. Donc, continuer dans cette direction-là, je pense que c'est super important. Donner le plus d'informations, partager l'information telle qu'elle est. Tu sais, pas de bullshit, là. Il y a des choses qui fonctionnent, des choses qui ne fonctionnent pas. C'est à ça qu'il faut faire attention ou autre. Mais parce qu'on l'a testé. Mais parce qu'on l'a testé, parce qu'on a des vraies choses de terrain, des choses concrètes. Boots on the ground, voici ce qui s'est passé. Voici les données qu'on a récupérées. Exactement. Partagez ça. Ça arrive à mon deuxième point. Partagez de la donnée. Partagez des choses que vous avez vues.
partager vos découvertes, ce qui a fonctionné ou pas, certaines datas. On en parlait tantôt. Les courbes de recharge là, de certains véhicules, c'est difficile encore de les avoir. Oui. C'est chasse gardée, on reste encore sur les choses qui sont un peu chasse gardée. Oui. Mais pourtant, partager. Donc, continuer à démocratiser, partager ça. Puis, troisième volet, peut-être, tu dis où est-ce que ça s'en va, qu'est-ce que je vois. Je vois des efforts aussi sur démultiplier le réseau. Parce qu'on parle du return to base, puis ça fonctionne, oui, mais tu fais pas un concept qui fonctionne bien. Pour certains types d'applications. Comment est-ce que tu extends ça? Comment est-ce que tu démocratises ça un peu plus? Oui. Recherche publique, donc déploiement d'infrastructures de recherche publique, ça peut être effectivement, avec le projet du circuit, comme on en parlait tantôt. Mais je pense aussi, il y a d'autres hubs qui peuvent se faire. OK. D'autres joueurs qui peuvent peut-être rentrer là-dedans, il n'y a pas que le circuit, rentrer dans le marché, qui peuvent être intéressés. Je pense aussi à de la mutualisation. Tu peux te mettre dans une zone industrielle, peut-être 3, 4 joueurs. Pourquoi est-ce que chacun a ses bornes? Pourquoi est-ce qu'on ne ferait pas un hub qui soit semi-privé, puis, regarde. Comme ça, semi-privé, puis je pense à dans la construction, on a vécu ça de 15-20 ans, là, mais les fameux PPP, les partenariats public-privé. Mais ça me fait penser un peu à ça. C'est un peu ça. Moi, je pense qu'il y a quand même un move à aller dans cette direction-là, parce que les coûts d'infrastructure restent quand même élevés. Parce qu'aujourd'hui, pour rentabiliser ça, il faut un facteur d'utilisation qui soit quand même assez important, ce qui n'est pas forcément le cas, parce que tranquillement, pas vite, il faut que les véhicules viennent. Et comment est-ce que tu diminues un petit peu tout ça? J'ai l'impression qu'il y a une solution ici. Comment tu implantes une infrastructure sans nécessairement avoir une demande assurée au bout? Il faut prendre le risque. Mais il faut prendre le risque peut-être parce que moi, j'ai un truck ou 2 trucks. Et toi, t'en as combien? T'en as 2? Puis on est juste à côté. Pourquoi est-ce que je ferais mon infra? Tu ferais ton infra? Pourquoi on ne mutualiserait pas? Puis on définit peut-être des choses avec des plages de réservation. Puis quand ni toi ni moi on l'utilise, on l'ouvre au public. Puis on se fait aussi un petit peu plus d'argent, on améliore le ROI sur ces investissements-là. Je vois une certaine... Ça va un peu dans cette direction-là, ça pourrait aller dans cette direction-là. Est-ce que tu... Parce que de ce que Circuit électrique ont déjà mentionné, ils ont déjà rendu public leur intention un jour de privatiser ça, de donner ça à une tierce partie, ou de vendre leur infrastructure de recharge, puis de se concentrer sur ce qu'ils font bien, ce qu'Hydro-Québec a toujours fait bien, ça veut dire produire de l'électricité. Est-ce que ça arrivera, ça? Est-ce que ça arrivera? Je ne sais pas. J'ai fait partie d'une filiale qui tu vois, qui finalement, Hydro-Québec s'est recentré vers ses activités. Le circuit, c'est quand même... C'est un peu pour ça. Oui, je sais que c'est un peu autre chose, mais c'est un peu pour ça que je te lance ça comme ça. C'est ça, regarde, la balle court. Mais la mission du circuit est tellement importante aujourd'hui que je pense que ça doit rester encore serré à Hydro-Québec pour un petit peu. Est-ce que, il n'y aura pas d'autres choses? Puis je pense que le circuit, a travaillé aussi des choses par affiliation, c'est-à-dire des choses qui sont des infrastructures privées, mais que tu peux mettre sur le circuit public. Ça, c'est intéressant. Comme ce que tu disais tantôt, tu vois, mais pour des partenariats, puis de pouvoir, dans certains moments clés, de pouvoir l'ouvrir au public. Exactement, d'en avoir plus. Je pense qu'on a encore pour un bout, en tout cas, je serais d'avis que le circuit doit rester encore dans sa mission, dans son format actuel, notamment pour le camion lourd, avec leur initiative de déployer de plus en plus de bornes dédiées aux camions lourds. Je pense que ça doit rester encore comme ça. C'est un avis extrêmement personnel, disclaimer total. Disclaimer. Mais regarde. Mais je pense que pour l'instant... je vois pas, en tout cas. Encore là, le disclaimer, c'est mon avis bien personnel. Mais je vois pas à court terme comment ça peut se faire. Je pense qu'il y a beaucoup de... Le réseau actuel ou l'infrastructure actuelle de circuit électrique est très basée sur l'évolution des 10 dernières années, mettons. Fait qu'il y a beaucoup de bornes qui sont plus ou moins à jour, ou qui répondent plus ou moins à la demande nécessaire. Une borne niveau 2 à un Saint-Hubert, c'est moins utilisé maintenant. Avant, c'était comme tu tripais, tu avais ta petite batterie, ta petite auto, ton petit char électrique, tu y allais, puis t'as vu la taille des batteries maintenant, des véhicules? Mais sur une 7.2, t'en as pas un moment. Non, t'en as pas un moment. Donc, ça a changé, ça a évolué. Ça a évolué. Tu sais, on parle, tu mentionnais tantôt un Chevrolet Silverado qui charge à quoi, du 300? 300, je pense. Est-ce qu'une borne 50 kW est toujours
Tu comprends? Est-ce que ça répond aux besoins puis là, on parle d'un véhicule, mais tous les véhicules vont venir qu'à évoluer. Puis c'est pas bon rien qu'on voit le circuit électrique arriver avec des 350. C'est pour ça qu'il y a des choses qui vont dans ce sens. Oui, ça évolue. Puis de la même chose qu'on parle souvent, on parlait des différentes technologies, ben, je pense qu'il en faut aussi pour tous les goûts. Puis ça, si tu vas sur le circuit, c'est bien expliqué aussi. De te dire, moi là, selon l'état de ma batterie, là, mon pourcentage, puis mon véhicule, sa capacité, ça sert à rien que j'aille me brancher sur la 180, là, parce qu'il ne le prend pas anyway. Fait que reste sur la 50. Reste à 50. Mais ça ne chargera pas plus vite. Ça chargera pas. Mais à ton point, ça évolue, donc je pense que de continuer de mettre des évolutions, de continuer de mettre des produits innovants qui ont plus de capacité. Ouais! peut être. Shout out, on va quand même dans cette direction-là. Ouais. On va quand même dans cette direction-là. Okay. Une petite parenthèse, là. Mais est-ce que vous avez des projets, est-ce que vous avez certaines discussions avec des gens comme Circuit électrique, comme au Québec? Est-ce que vous avez des choses, puis là, je vais le dire, non. Mais il y a des discussions comme ça qui arrivent. Puis oui. Ils sont très intéressés par notre technologie, et notamment la flexibilité dont je te parlais tantôt, d'être capable de donner beaucoup, mais en même temps de donner moins s'il y a besoin, c'est d'avoir un peu les deux. Ça offre comme je disais, une flexibilité qu'en tout cas, ce genre d'acteur, on va le mettre sur un parapluie plus large, les CPO, Charge Point Operator, trouvent intéressant. Vraiment. Donc oui, on a des discussions. Oui, on veut être impliqué parce qu'on pense que notre solution répond à ce demande. Puis, répond à ce besoin-là aussi. Donc oui, c'est des choses qui avancent. Stay tuned. Stay tuned. Stay tuned. Stay tuned. C'est ça. Cool. Là, je t'emmène côté américain. Ouais. Je veux qu'on parle de tout ce qui se brasse au niveau de l'EPA. Puis à quel point ça a un effet sur l'électrification nord-américaine. Ce que je veux dire par là, c'est que récemment, puis je pense que j'ai eu la nouvelle, me semble, hier ou fin de semaine passée, où là, il y a certaines règles qui ont été finalement dérégulées, puis qu'il y a certaines choses qui... C'est pas... Ils mettent ça gros, c'est un petit élément dans le big picture, comme mon père dirait. À quel point tu vois ça comme peut-être un effet qui ralentirait l'électrification, tu sais? Et je vais prendre je vais reprendre un pas de recul, prendre plus big picture. Je pense que je te comptais ça un peu off camera aussi. Je pense que là, toutes les opportunités sont bonnes pour dire, ah ben non, regarde, je le fais pas. Oui, je comprends. Oui, forcément, on s'entend que PA c'était quand même assez strict. Ça fonctionne sur certaines régions. Il y avait certains dealers, je pense, qui disent c'est super facile. Il y en a d'autres qui disent moi non, mes opérations. On parle tout à l'heure des opérations Drive le Show. J'ai pas d'opérateur de transport pour qui ça fonctionne. Comment veux-tu que je sorte cette truc-là? Donc, ça fonctionne dans des zones, ça fonctionne pas dans d'autres. Là, le contexte actuel fait que forcément, tu lèves la main pour dire ça fonctionne. Au fait, je vous avais dit que ça fonctionnait pas, on pourrait réviser. Donc oui, il va y avoir un frein ultimement. Aujourd'hui, je trouve qu'il y a quand même un peu ce climat-là de... Est-ce que c'est juste les breaks. Est-ce que c'est juste un climat où vous en voyez vraiment l'effet tangible de ce que c'est? Je pense que oui. Je pense que c'est un climat. Je pense quand même que c'est un climat. Il y a quand même plusieurs joueurs qui continuent d'y aller. J'y vais quand même. J'y vais quand même. Mais tu sais... on va parler de trucs un peu ton total addressable market là. Oui. Ce marketing. Il réduit. Tu commences, c'est même plus les early adopters. Ce que tu cherches, c'est genre ceux qui ont dit non, moi j'irai. Puis il y en a moins, il y en a beaucoup moins. Donc ce climat-là a quand même un effet tangible, comme tu disais tantôt, tu le sens. Mais il y en a beaucoup qui, en tout cas, vie personnelle, je me lance, mais je trouve qu'il y en a qui se cachent un peu derrière ça. Là. On essaie de se raccrocher pour dire attends, c'est la bonne opportunité pour moi pour dire regarde, je vais pas le faire, je suis pas obligé, le coup que ça change dans 2 ans. Un coup que ça change dans 2 ans, je vais prendre un point de recul, je suis pas trop sûr. Même dans le développement des trucks, certains peuvent dire regarde, je vais prendre un peu plus de temps plutôt que de sortir à la va-vite puis de faire quelque chose qui est pas bon.
parce que c'était un peu la course à ça. Oui. La course à ça. Oui. De prendre un pas de recul, puis de se dire, je vais peut-être aussi attendre un peu, puis refaire une nouvelle version ou autre. Ça, c'est peut-être un bon côté. Il y en a qui jouent la carte de patience. Ils jouent la carte de patience. Mais ça en a pas. Mais oui, exact. C'est plus de voir comme des joueurs comme. C'est comme, mettons, Cummins, Charlotte ou Marc-André. Yes. Mais, ouais, Accélera par Cummins, qui ont le vent des voiles, qui continuent à pousser, à faire des partenariats avec les différents OEM, à développer des systèmes. Moi, je pense qu'on va être sur le point de voir un vrai système hybride arriver sur le marché. Certainement. Pour rentrer ou respecter les normes de 0,35 mg par HP par heure. Puis, ça, écoutez l'épisode numéro 4, Marc-André nous a tout expliqué ça en détail. C'est vrai. Mais je vois. C'est une opportunité, ça. C'est ça, je dis souvent ça. Dans tout défi, il y a une opportunité. C'est une opportunité. Puis, de voir émerger des technologies qui vont répondre sur des normes qui sont peut-être un peu moins agressives que ce qu'elles ont été. Ouais. Il y a un peu, on fait un petit step back, et c'est quand même un bout de chemin de fer. On fait un petit step back. Mettons, là, est-ce que tu penses que ça a été... je me réponds moi-même, là, mais je vais te laisser me répondre. Mais est-ce que tu penses que... Est-ce que des fois tu te dis, il me semble qu'on est allé un petit peu trop vite par rapport à la technologie disponible? Est-ce que des fois, l'électrification est allée peut-être au-devant d'elle-même, puis ça a fait en sorte que on vit l'espèce de backlash, le retour de l'élastique, puis avec raison. Tu sais, peut-être qu'on devait avoir ce petit retour-là, faire comme, hey, on est peut-être allé trop all-in, puis là, le marché nous a dit comme, non, redescend, reviens. Le marché a toujours raison. Le marché a toujours raison. Fait que si tu prends un retour d'élastique, là, sans doute, tu es peut-être allé un peu trop vite. Il y a peut-être des technos qui sont sortis trop vite, des choses qui ont été moins testées. Puis tu sais, on en parlait tantôt. Si tu as eu des défis, ce qui est certainement le cas quand tu t'es lancé dans l'électrification, c'est parce que, un, le véhicule était peut-être pas à point, et deux, la borne n'était certainement pas à point, et trois, peut-être que le logiciel derrière non plus. Fait que, tu sais, tout ça combiné, on fait qu'on voulait aller très 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 vite pour saisir une opportunité de marché. Ouais. Il y avait une demande. Oui. Là, on revient un peu en arrière. C'est une opportunité pour consolider. Tu sais, c'est certainement ce que disait aussi Marc-André, c'est de se repositionner avec certains joueurs, puis tu sais, de partager, comme je disais tantôt, partager de l'information pour sortir une technologie un petit peu plus mature, un petit peu plus mûre, avec moins de défauts, qui a été testée. C'est certainement un mal pour un bien. C'est certainement un mal pour un bien. Après, moi, je suis un all-in. Fait que tu le sais, en parlant avec moi, je vais te dire. Là, je prends un pas de recul en me disant j'essaie d'être posé, mais il fallait que ça ait lieu. Il fallait que ça ait lieu. Il fallait qu'on avance à cette vitesse-là. Il fallait qu'on monte de momentum. Il fallait que juste pour pouvoir tirer tout le monde dans la même. Parce que si ça aurait été une minorité qui aurait tiré tout dans la même direction, ça n'aurait pas transporté le reste. Tu transportes pas le reste. C'est pour ça que puis c'est mon opinion encore, mais c'est pour ça que je dis qu'il n'y a pas juste du mal qui est sorti de tout ce qui est filière batterie, puis décarbonisation, des travaux que Livy a fait. Je veux dire, ça a transporté notre industrie à se remettre en question pour les bonnes raisons, parce que une remise en question de cette ampleur-là, on n'a pas vécu ça depuis, je veux dire, du diesel. Non, c'est ça. Je veux dire, OK, on a un plus gros moteur diesel. Ouais, c'est ça. Ah ouais, cool. Ouais, c'est ça. On a encore un plus gros, tu vas continuer le plus pesant. Yes! Ouais. Exact. On t'a fait un essieu plus fort encore, avec un plus gros moteur diesel qui va permettre de... OK, cool. Mais on n'a jamais vécu de révolution. Fait que, on peut avoir le jugement de tout ça. C'est correct, je comprends. Est-ce que ça nous a fait avancer à un autre niveau? Je pense que oui. Puis tu sais, encore une fois, ce qu'on disait tantôt, je pense qu'on est d'accord là-dessus. Il faut tirer le bon là-dedans, le bénéfice. Puis dans les trucs qui ont mal été, c'est quoi? Lesson learn. Il y a des choses qu'il fallait faire différemment. On a suivi la courbe, on est allé vite parfois sur certains trucs. Moi, on a appris. Là, ça retourne en arrière. J'ai peur qu'avec le climat actuel, de tout ce qui se passe, on est un peu trop... Tu sais, l'aiguille est peut-être retournée un petit peu trop. Là, un peu trop loin en arrière. On entend qu'il fallait arracher des bornes installées aux US, là, par exemple.
je vais être nono là quand même. Ouais. C'est installé, c'est fait, c'est payé trop tard. Pourquoi tu les arraches? Donc, le balancier doit se rééquilibrer un peu. Le balancier doit se rééquilibrer. Puis, il y a quand même des belles technos qui arrivent, aussi bien sur l'évolution, tu sais, tu parlais de l'évolution des batteries, il y a quand même des choses qui s'en viennent, sont intéressantes. Les autonomies grossissent. Encore une fois, dans les technologies de recharge, ça bouge. Tu sais, on a un point où il y a un petit plafond de verre qui a été atteint. Ouais. On est un peu plus dans le down, mais il y a d'autres choses à explorer. Ouais. Dans le terme de l'écosystème, solidifier nos relations avec l'écosystème, le partage d'informations, penser à plutôt accélérer sur la recherche publique. Il y a d'autres sujets. D'autres étapes à franchir avant de reprendre la vitesse. Puis d'atteindre le prochain plafond. Le prochain plafond, exactement. Ce qui m'amène à te demander, est-ce que le prochain plafond est le mégawatt? Je pense, oui. Autant infrastructure de recharge que véhicule. Parce qu'il faut que les deux suivent. Il faut que les deux suivent. Mais est-ce que tu penses que c'est le prochain plafond? Je te dirais oui. Oui, quand même. Okay. Ça existe. Oui. Ça existe. Il faut que ça se démocratise à large. Fait qu'effectivement, il faut qu'il y ait un grand nombre de véhicules qui soient capables de l'accepter. Il faut que la techno de recharge, vraiment d'infrastructure ou borne, soit capable de le pousser régulièrement. Tu sais, faut pas, je parlais de de-rating tantôt, parce que monter un pic à 1 mégawatt puis ensuite cracher du 600, c'est pas de ça qu'on parle. Donc garder ça, garder les communications aussi actives entre véhicules et infra. Mais il y a aussi le réseau là-dedans. Tu sais, moi j'entends beaucoup ça. Ah ouais, regarde, charge 1 mégawatt. Ok, mais ça en fait de la puissance quand même. Puis comme je disais tantôt, l'enjeu c'est pas tant l'énergie, c'est la puissance que tu as. Fait que ça va être la prochaine étape. Je vois beaucoup aller dans cette direction-là. Puis je sais que tu sais, en tant que maintenant fournisseur de bornes de recharge, je suis concerné, puis je suis ça de près, puis je pense que c'est un move intéressant. Mais mon concern dans ce plafond de verre-là, c'est la capacité du réseau en fait. Okay. Ça va demander des upgrades, ça va demander des ajustements. Si je tire un mégawatt ici, il va falloir peut-être déloader à d'autres endroits. Comment est-ce qu'on le fait intelligemment? Vehicle to grid, vehicle to X. Exactement. La stratégie en arrière de tout ça. Et puis là, d'autres choses dont on a un peu moins parlé, c'est le stockage. On peut imaginer des solutions de stockage aussi. Parce que forcément, si je suis capable de stocker mon énergie puis d'utiliser ça pour soit délivrer de l'électricité pour X, Y, Z, ou soit pour ma recharge, je viens compenser la pression, encore une fois, que je mets sur le réseau avec du mégawatt charging. Ouais, je comprends. Fait que ça, il y a aussi des choses à réfléchir là-dedans. Comment est-ce qu'on peut emmener les unités de stockage aussi sur site? Puis ça devient intéressant. Tu sais, ce qu'on disait tout à l'heure, quand tu fais du V2X, c'est la batterie du véhicule qui est ton unité de stockage. C'est une bonne chose, mais tu peux très bien avoir des unités de stockage annexes. Puis jouer avec ces unités-là pour, encore une fois, comme je disais, réduire ma pression sur mon réseau. Est-ce que ma question va peut-être paraître niaiseuse, il y en a pas. Mais est-ce que ces unités de stockage-là, mettons, est-ce que tu vois ça chez le end-user ou tu vois ça à un autre niveau, mettons, comment? Puis là... Les deux. Les deux? OK. Les deux. Je pense que sur la recherche publique, ça peut très bien faire son point. Parce que si tu as... Le défi de la recherche publique, c'est pas contrôlé. Combien tu vas avoir de personnes qui vont venir sur ton... Tu peux faire des estimations et des données, etc. À un moment, l'achalandage, tu ne le maîtrises pas. La taille du véhicule qui vient, la capacité de sa batterie, est-ce qu'il va prendre beaucoup, pas beaucoup, tu le sais pas. Si tu as 10 Spark qui viennent, tu es en contrôle. Okay? Si tu as 10 VNR, Volvo qui viennent, c'est notre game. Je comprends. Donc ça, tu le gères pas. Donc c'est sûr que sur une station publique, je pense que ça fait son intérêt. Sur du privé, pareil. Regarde. Plutôt que de faire un appel de puissance sur lequel je vais avoir ma facture d'électricité qui va me faire mal, parce que je paye ma puissance, je vais venir utiliser cette énergie-là qui est stockée. Je te parlais tantôt des tarifications dynamiques, je pense qu'il va falloir se faire à l'idée, ça va finir par arriver, et d'être capable de remplir mon unité de stockage quand l'énergie est pas chère, puis après de recharger n'importe quand, parce que de toute manière, je l'ai payé pas cher.
C'est le genre de ouais. dynamique qui va arriver. Là, est-ce que tu vois... ouais. Est-ce que tu vois, tu sais, la recharge puis de banquer ton électricité quand c'est pas cher? Est-ce que tu vas... Est-ce qu'il peut avoir une stratégie autour de tout ça, mais à une plus grande échelle? Tantôt, là, il y a plein d'affaires qui s'entremêlent, mais tantôt, tu parlais de peut-être 2 compagnies de transport qui sont une à côté de l'autre. Ils font comme, hey, on peut peut-être juste se partager, puis l'étape d'après, où ce que je veux aller, c'est est-ce qu'on peut juste emmagasiner notre électricité pas cher, avoir une vision business, de faire comme, hey, sais-tu quoi, on va te prendre 400 kW, on va te prendre 2 MW entre minuit et 3 heures du matin. Tu vas me mettre ça dans ma banque, là, dans mon gros tonneau. Là. Tu vas remplir mon tonneau à coût de 2 MW par semaine entre minuit et 4 du lundi au mercredi. Mais oui, ça va devenir, tu sais, ça va devenir... alerte à la bombe! Non! Puis tu sais, est-ce que les entreprises vont devoir penser à ça? Ça se fait beaucoup, US. Pour vrai? Ça se fait déjà. Dans un secteur comme industriel ou commercial, ouais. Les gens qui banquent, puis qu'après, tu sais, tu pas cher. Tu banques pas cher. Puis tu... Regarde. Ouais. Imagine, on est plus loin. Tu banques pas cher, tu revends au grid quand c'est plus cher. C'est plus cher. Ou tu utilises pour tes propres besoins, bien évidemment. Mais... Ou tu rends tes bornes publiques. Ou tu rends tes bornes publiques à un prix. À un prix, quand tu les as payés pas cher, puis tu... Tout ce qui va être au niveau du dynamique, puis quand tu vas être capable de banker, de stocker, puis ensuite de redistribuer, je pense qu'il y a il y a vraiment quelque chose autour de la monétisation quand même pour les entreprises, hein, autour de l'énergie, on va finir par y arriver. Tu sais, ça reste... Aujourd'hui, ici au Québec, on a toujours eu beaucoup d'électricité. Ouais. On n'a jamais eu à se poser cette question-là, parce que c'était toujours une ressource plus qu'abondante. On n'a pas atteint la limite encore. Non. Mais là, maintenant, on la voit. Ouais, Avant, on la voyait pas. Ouais. C'était comme, oh, let's go! Ouais. Maintenant, on commence à la voir. Ouais. Puis on commence à se dire, il y a peut-être des stratégies à mettre en place. Faire du bateau, traverser l'océan Atlantique, là, puis là, maintenant, tu vois rien, c'est juste de l'eau, puis là, hop! Terre! Je pense que on finira par aller dans cette direction-là, puis guess what, plus tôt que tard. Ça amène une certaine privatisation par-dessus le service public. C'est quelque chose qu'on a, en tout cas, tu viens de m'exploser une veine, là, mais c'est quelque chose qu'il va falloir envisager. Quelqu'un qui est actif, location brossard, qui loue du véhicule électrique. Là, je m'excuse, location brossard, là, je veux pas prêter des intentions que vous n'avez pas, mais mettons qu'une compagnie de location de véhicules se dit, hey, moi, il faut que j'offre un service de recharge à mes clients, les camions reviennent se parquer dans mon parc de recharge, qui n'est pas nécessairement chez nous, mais qui est stratégiquement placé proche de 3-4 de mes clients. Je leur offre ce service-là, je fais un terrain, je mets des bornes, je bank 2 gros... Puis là, je mets l'image d'un silo à grains, là, mais tu sais, puis tu le remplis. Est-ce que là, il devrait avoir une entreprise en parallèle de ça qui s'appelle, mettons, Location Énergie, puis Location Énergie achète de l'électricité à un prix X, il la revend à ses usagers, à ses clients, à un prix Y, là. En Europe, en France, on a un projet, on travaille avec une compagnie qui fait exactement ça. Donc on a une compagnie de transport, puis on a rentré dans le mix un partenaire qui deal de l'énergie. Fait que lui, il nous dit, rechargez à ce moment-là, arrêtez de charger à ce moment-là, ressortez l'énergie à ce moment-là. OK. Mettez le public à ce moment-là. C'est lui qui décide. Indépendamment de ce que l'État ou le gouvernement peut offrir. Tu restes sur les grilles tarifaires. Non, je comprends. Mais c'est comme un broker d'énergie. Je ne parle pas de facturer, là, mais je te parle juste de jouer avec l'énergie en parallèle du réseau existant. Puis ça se fait déjà en France. Quand est-ce que ça va finir par arriver? Ben, je vois pas. Tu sais, aujourd'hui, je te parlais tantôt qu'on était un peu en retard sur tout ce qui est V2X et autres. C'est parce que la revente d'électricité, aujourd'hui, Hydro-Québec te permet d'en revendre un petit peu, mais pas tant. De la renvoyer au réseau, notamment. Mais avec le fait de banquer,
c'est ton utilisation à toi. Ouais. Reprends ton exemple. Effectivement, il a, ce client-là, il a chargé son unité de stockage à bas prix parce que on était sur un tarif qui était très bas. Oui. Donc il a banqué, etc. Ouais. Derrière, quand il veut le revendre, ben, il peut le revendre au prix qu'il a décidé, soit un autre prix. Tu sais. Ouais, oui. En tout cas, tu peux payer au kilowattheure, faire payer au kilowattheure que tu consommes. Mais là, ça peut être dans n'importe quel moment. Si c'est un moment de forte demande, il peut être plus cher. Si c'est un moment de moins forte demande, il peut être moins cher. Tu peux jouer avec ça et puis de redistribuer dans tes bornes. Là, tu es en circuit fermé. Rien qui t'empêche de faire ça. Et je pense que demain, quand on sera dans des situations avec, je reviens là-dessus encore une fois, tu sais Max, de la tarification dynamique, même les industriels vont devoir faire ça. Avoir une stratégie d'avoir une stratégie, de dire moi je banque quand c'est moins cher, je remplis mes unités de stockage, puis après je fais tourner ma machinerie à un coût moins élevé, potentiellement. We'll get there. We'll get there. Mais pour vrai, je pense mais que ça va finir par arriver. Ça va finir par arriver. Parce que l'enjeu initial de tout ça, c'est de consommer à des périodes de pointe. Ouais. Tu veux délester à ces périodes-là. Comment est-ce que tu délestes? Souvent avec des incitatifs. Donc soit de t'effacer pendant cette période-là, soit de dire, tu parlais de tantôt, ta sécheuse, fais-la partir à minuit. Ton char, tu sais, moi mon char, je rentre chez moi, je le branche. Hein. Je fais comme disaient tes amis. Mais moi, ma recharge, elle part tous les soirs à 23h. Ouais. Il n'y a pas de tarification dynamique. Non. Il n'y a rien pour l'instant. Mais c'est juste le réflexe de dire, regarde, de toute façon, je le fais partir plus tard. J'ai Hilo chez moi, là, tu sais, qui est aussi là pour les défis. Donc, de toute manière, ça rentre aussi là-dedans. Mais de se dire, je ne recharge pas à ce moment-là. Donc, quelles vont être les stratégies pour déplacer nos consommations d'énergie? La tarification, le stockage va finir par rentrer dans la dynamique. Un va pas sans l'autre. Ben oui, parce qu'à un moment donné, c'est bien beau de consommer, de déplacer ta consommation, mais tu vas peut-être pas en faire tant que ça, alors que tu pourrais banquer, pour utiliser plus tard. Ouais. Là, le stockage va devenir intéressant. Ça, c'est excitant. Moi, j'aime ça. Ça, c'est vraiment excitant. Ça l'ouvre dans ma tête de petit gars dans un concessionnaire, là, mais ça l'ouvre tout d'un coup une opportunité de faire hey, je peux finalement voir toute cette espèce d'infrastructure de recharge-là comme étant peut-être, je dis bien peut-être parce qu'on est pas rendu là, mais je peux peut-être bien voir ça comme étant une source de revenus potentiel. Oui. Et de l'appliquer contre mon ROI. Oui. Et de faire un effet balancier encore plus important. Oui. Je suis un entrepreneur. Je ne suis pas entrepreneur, mais je me mets dans la peau d'un entrepreneur. Il y a une opportunité pour moi. Une opportunité business. Ouais. Vraiment. Vraiment. De banquer à 14 cents puis de leur vendre à 31 cents dans des moments importants. Ça, je te dis, il y a beaucoup d'États aux US qui sont déjà comme ça. C'est vraiment intéressant. C'est vraiment intéressant parce que... Ah, merde. Parce qu'aujourd'hui, tu as beaucoup de, tu sais, un peu moins cher, un peu plus cher, mais le gap est pas tant, puis si tu consommes pas tant. Mais je comprends. Peut-être que le gap va se grossir au fur et à mesure de nos besoins énergétiques qui grossissent, de toute façon. Donc, peut-être que le gap va grossir, puis quand le gap grossit, comme je te disais tantôt, de se dire, bah, c'est pas finalement avec la consommation que j'ai et que je décale, je fais pas tant, mais par contre de le banker, là je vais faire. Là, je vais le faire. Parce que si je suis en contrôle du moment que je... Si je suis en contrôle du timing à laquelle je ressors cette électricité-là, tout d'un coup, ça fait du sens. Et là, tu ouvres une autre porte complète. Tu es dans la gestion d'énergie, puis tu touches des grands joueurs qui sont très intéressés par toute cette dynamique-là. On est en dehors du transport. Il y en a qui disent, moi je veux gérer l'électron. Monétisation de l'électron, c'est ça que je veux gérer. C'est une autre game, parce que forcément, tu es avec la bâtisse, il y a des choses différentes, c'est comme... Oui, parce que là, tu ouvres non seulement tout ça à la nous, on regarde avec notre de recharge, là, puis de transport et tout. Mais tu ouvres tout ça à l'industriel, au commercial, qui est là, qui tout d'un coup peut prendre une autre dimension. Non seulement tu peux recharger tes véhicules, puis recharger des véhicules à moindre coût en banquant, puis après ça, d'ouvrir tes stations à un public, puis de générer des revenus de ça. Puis non seulement ça, mais tu peux autant le garder pour toi.
à 14 cents au lieu de 31. Oui. Puis dans une entité de logistique. Que ton surplus. Juste ton surplus. Dans une entité logistique qui gère un entrepôt frigorifique, tu fais comme, hey, attends un peu. Moi, ça me coûte cher les crédits carbone opérés. Peut-être pas nécessairement au Québec, mais il y en a là, des grandes entreprises qui possèdent plusieurs entrepôts, plusieurs installations. Puis, hey, peut-être pas au Québec, mais si je peux me sauver des crédits carbone de l'autre côté, puis offsetter ça par une qualification de Canada. Il faut déjà de ça. Moi, je me tiens moins loin de ça, là, c'est mon corps, mais je suis sûr qu'il y a déjà des gens qui... Oui, je pense, puis honnêtement, puis là, je parle peut-être à travers mon chapeau. J'ai jamais opéré une compagnie de transport, jamais été propriétaire de compagnie de transport, mais on le voit déjà, des compagnies de transport qui possèdent des entrepôts frigorifiques, mais c'est souvent pour leurs opérations. Dans certains cas, où les grandes compagnies ouvrent peut-être ça dans une fenêtre plus large à d'autres entreprises. Mais quelqu'un qui est dans le transport, qui est capable, avec ça, de grossir par l'industrialisation de son offre de service initial qui était juste le transport, mais là, d'incorporer dans ton portefeuille un entrepôt, puis de jouer avec ton électricité, d'offrir un transport, d'avoir une ligne complète, comme vertically integrated, ça devient super intéressant. Je suis sûr qu'il y en a qui font déjà, j'invente aujourd'hui ici, là. mais tu sais, je fais les connexions 1 plus 1 plus 1 plus 1 plus 1, puis là, je constate là, toutes les possibilités qu'il y a, mais ça devient ultra intéressant. Moi, je suis une compagnie... Ça va devenir le... Ouais, ça va devenir le nerf de la guerre, mais je suis une compagnie de location de camions aujourd'hui. Ça me prend du physique, là, ça me prend un entrepôt, ça me prend d'être capable d'intégrer ça à mon offre. Non seulement je te loue le camion, mais je te loue, laisse-moi dans mon entrepôt, je te revends ton électricité, de gérer toute la ligne. Exact. Ça devient super intéressant. Un bout à faire. Oui, mais la journée que cette tarification-là dynamique arrive, ça va devenir... Ça va déjà devenir... Ça va aller vite. Ouais. Je pense que ça va aller vite. Plus vite que ce qu'on pense. Plus vite que ce qu'on pense. C'est ça. Oh my God. Sylvain, tu... Regarde. Moi, honnêtement, je suis plein, là. Moi de ça. On va faire une sieste après. Ouais, on va faire une sieste. Ouais. Prends ton divan, je te bien, on se tire. Mais merci 100 fois d'être venu, Sylvain. Merci à toi pour l'invitation. C'était super plaisant. J'étais obligé de venir. Non, t'as pas le choix. Un ami, une raclette. Je ne pouvais pas faire plus français que ça. Non. Je veux dire... Là, tu m'as fait honneur. Non. Vraiment. Sinon, j'aurais reçu un Suisse en studio. Mais... Non. Allez, Sylvain, merci beaucoup de passer, mon chum. Max, merci.